Zelensky qui a fait lui-même cette annonce, mais on n'a pas eu sa parole en direct. Qu'a-t-il déclaré précisément ? Eh bien, ça a été rapporté par son ministre de la Défense, Oleksiy Reznikov. Le président Volodymyr Zelensky ordonne à l'armée ukrainienne de reprendre des zones côtières occupées qui sont vitales pour l'économie du pays. Déclaration appuyée quelques heures plus tard par une autre, celle de la vice-première ministre ukrainienne, Irina Vereshchuk. Elle appelle les civils de l'oblast, c'est-à-dire de la région de Kherson, à évacuer en prévision de la contre-offensive. En clair, elle devrait s'accélérer, s'intensifier dans les prochaines heures. Donc il est question de zones côtières occupées. Quelle est précisément la région, le territoire dont il est question ? Eh bien, vous allez le voir, la région occupée par les Russes est très grande. C'est tout ce que vous voyez ici en rouge. Mais ce que visent les Ukrainiens ne concerne pas toute cette zone, car celle-ci qui se trouve entre la Crimée et le sud du Donbass est pour le moment inaccessible. Ce qu'ils visent, c'est cette grande zone côtière ici, 300 km de côte en bord de mer Noire, 30 000 km², soit environ la taille de la Normandie ou de la Bretagne. Et on le voit notamment avec la grande ville de Kherson, qui a été, on le rappelle, la première et surtout la plus grande ville ukrainienne prise par les Russes depuis le début de la guerre. Et on le voit, on est tout proche aussi de la ville de Mykolaïv. Est-ce que cette contre-attaque, dans les faits, a déjà commencé ? Oui, mais à petite échelle. Depuis une dizaine de jours, les Ukrainiens sont effectivement à l'offensive avec des frappes d'artillerie, des frappes ciblées. Deux images, celle-ci, celle de vendredi d'abord, des frappes ukrainiennes contre un dépôt de munitions russes en périphérie de Kherson. Et puis celle-ci que vous voyez, c'était hier. On voit cette colonne de fumée qui s'élève. D'après l'état-major ukrainien, eh bien, il s'agissait d'une base de commandement russe qui aurait été ciblée, toujours en périphérie de la ville. Et selon les médias ukrainiens, eh bien, ces frappes, elles ont été réalisées grâce à des armes occidentales, en l'occurrence des missiles de précision américains HIMARS. Ça, c'est un point important sur lequel on va revenir ensemble. Et donc, pour l'instant, Justine, il ne s'agit pas d'avancer de troupes, mais uniquement de bombardements ? Principalement, oui, mais pas seulement. Les Ukrainiens essaient aussi de reprendre au sol des territoires perdus. Leur priorité, depuis 5 semaines, eh bien, c'était ces 3 villes que vous voyez, Andrivka, Lodzov et Bilohirka. Pour l'instant, vous le voyez, l'avancée, elle est très limitée. Ils ont repris la semaine dernière cette petite ville de Lodzov et cette autre d'Ivanivka. Confirmation avec cette note de ce matin des renseignements britanniques qui estiment qu'il n'y a pour le moment aucune avancée territoriale majeure. Alors cette annonce de contre-attaque ukrainienne, est-ce que c'est un nouveau pas en avant ou un coup de bluff ? On le saura très vite. Merci Justine. C'est précisément la question que je vais vous poser. Faut-il être surpris par cette annonce ? Est-ce que ça ressemble à un coup de gueule, à un coup de bluff plutôt, à la guerre des nerfs toujours ? Ou bien est-ce que vous imaginez qu'il puisse y avoir une contre-attaque ukrainienne là-bas, Pierre ? Alors, je cherchais une image tout à l'heure pour que les téléspectateurs s'y retrouvent, parce que finalement, d'une semaine sur l'autre, soit l'Ukraine est en train de gagner, après elle est en train de perdre, après... C'est pas la même région, mais vous avez raison, voilà, on peut s'y perdre. Mais c'est vrai que l'image, c'est un peu quand vous aviez des balances à 2 plateaux, vous savez, pour peser les fruits, ou quand on était enfant et qu'on jouait avec ces balances, en fait, on n'arrivait jamais, en tout cas moi, j'arrivais jamais à équilibrer complètement, quand on rajoutait un poids ou un truc, ça faisait tout le temps ça. Et la sensation que j'ai, c'est que vous avez ce balancement selon la région où l'on se trouve. Alors sur le Donbass, ça penche nettement du côté russe, mais c'est aussi l'image des vases communicants. On a le sentiment que, compte tenu du fait que les Russes ont un corps expéditionnaire qui est chichement compté, quand ils sont très concentrés à un endroit, ils sont obligés de lever un peu le pied ailleurs. Alors quand ils lèvent le pied, ils compensent par des frappes dans la profondeur. C'est-à-dire qu'ils tirent des missiles de la mer ou de positions éloignées pour maintenir la pression et pour que les Ukrainiens n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Pour répondre à votre question, est-ce que les Ukrainiens font une contre-attaque ou une contre-offensive ? En fait, c'est pas la même chose. Une contre-attaque, ce sont des moyens réduits. C'est ce que l'on voit là pour l'instant. C'est-à-dire qu'avec certainement les matériaux militaires, les pièces d'artillerie, les lance-missiles multiples donnés par les Américains qui ont une portée de 80 km, le César qui a une portée jusqu'à 50 km, ça change localement la donne, parce que là, on n'est pas très loin de la frontière roumaine. Donc ça réduit le problème qu'on a évoqué pour le Donbass, où les Ukrainiens sont loin de la frontière ouest de leur ligne d'approvisionnement. Et donc, qu'est-ce que font les Ukrainiens sur Kherson ? C'est qu'au lieu de frapper des cibles limitées russes, ils tapent beaucoup plus dans la profondeur sur les dépôts de carburant, les dépôts de munitions, les dépôts de pièces détachées. Et donc, ils cherchent à assécher, si vous voulez, une partie du dispositif russe de la région. Ça, c'est plutôt une contre-attaque, parce que vous utilisez quelques moyens, enfin des moyens qui sont destructeurs, mais vous ne coordonnez pas une contre-offensive qui demanderait la mise en œuvre à la fois de drones armés. Les Ukrainiens ont encore des avions de combat, ils ont quelques hélicoptères, ils ont leurs pièces d'artillerie,
et vous faites également des opérations spéciales avec des commandos, et après vous lancez les blindés dont vous disposez. Pierre, vous pensez que pour l'instant, ils n'ont pas les moyens de le faire? Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que la préparation là à laquelle on assiste, elle peut préfigurer éventuellement une contre-offensive si les Ukrainiens sont parvenus à reconstituer des forces importantes dans la zone. Moi, pour l'instant, je n'ai pas d'informations, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, d'informations sur le fait qu'ils ont concentré dans cette zone des unités blindées, des véhicules, c'est-à-dire des chars lourds, des véhicules blindés de combat d'infanterie, des drones qu'ils ont reconstitués, les drones turcs, etc. Je n'ai pas cette information. Mais tant qu'il n'y a pas, qu'on ne voit pas sur le terrain une coordination de ces feux, de ces appuis et de cette manœuvre sur un théâtre assez large, on ne peut pas, à mon sens, parler de contre-offensive, on peut parler de contre-attaque depuis déjà plusieurs jours. Mais cette zone est stratégique, c'était Justine très très bien expliqué, c'est absolument stratégique parce qu'il s'agit de continuer à repousser les Russes pour que leurs mains sur la mer Noire se réduisent. Ils ont perdu l'île aux serpents. Donc ça, c'était un succès tactique pour les Ukrainiens. Là, ils grignotent du terrain, donc ils repoussent les Russes. Dernier point, Kherson, la ville de Kherson, est stratégique et essentielle pour les Russes parce que c'est là où se trouvent les robinets d'eau potable. Quand je dis robinet, c'est des turbines, c'est des trucs énormes, pour l'approvisionnement en eau de la Crimée. La Crimée qui fait partie de la Fédération de Russie. Donc les Russes, le piège... Les Russes feront tout pour garder Kherson. Ils font tout, etc. Et donc, s'ils font tout, ils sont peut-être obligés de dégarnir le Donbass pour aller là. Et c'est pour ça, cette espèce de mouvement de balancier, on va l'avoir encore certainement pendant plusieurs mois. Je rappelle que les Russes accélèrent pour le rattachement de Kherson à la Russie, où il est question d'un référendum d'autodétermination, mais il y a des attentats, des tentatives d'attentats tous les jours, parce qu'il y a une résistance intérieure ukrainienne qui est forte. Donc il ne faut pas exclure aussi l'idée qu'on envoie des signaux par l'armée ukrainienne à cette résistance pour leur dire vous n'êtes pas seuls. Un peu comme les Alliés, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'adressaient à la résistance intérieure française. Nous arrivons, continuez, nous serons bientôt là. Précisément, Vincent. Ce qui est indispensable de noter à ce stade, c'est que à Kherson, à Zaporijjia, les Russes sont plus en territoire hostile qu'ailleurs. Ce sont les foyers de résistance les plus vivaces. Et depuis le début, souvenons-nous de ces manifestations spontanées, 2 jours après le déclenchement de l'agression, dans les rues de Kherson, avec des civils totalement désarmés, brandissant des drapeaux ukrainiens sous le nez des soldats russes en lui disant « Retourne chez toi, qu'est-ce que tu fais là ?» Les actions de type maquisard, de type partisan, il y a une certaine culture aussi dans cette partie du monde en la matière, les plus préjudiciables aux intérêts russes, c'est là qu'elles se jouent. Hier, les Russes prétendent avoir déjoué une tentative d'attentat qui visait pas le Pékin moyen, qui visait le chef de l'administration coloniale, c'est moi qui l'appelle ainsi, de l'administration d'occupation, placé à Kherson par les Russes. Il y a déjà eu des attentats réussis, des incendies, des cocktails Molotov, des déraillements de trains, etc. etc. Donc je dirais qu'il y a là, d'une certaine manière, un terreau propice. Pour autant, nous avons toujours évité ici ce que j'appelle les embardés. C'est-à-dire, un jour, les Russes reprennent le dessus, ça y est, ils ont gagné. Le lendemain, les Ukrainiens triomphent, ça y est, c'est reparti. Non, nous, notre pari depuis le début, c'est que c'est un conflit long, complexe, qu'il y aura des hauts et des bas de chaque côté, et que le sort de ce conflit, ce sera la résultante entre 2 épuisements et la gestion des faiblesses des uns et des autres. Et Vincent, pour vous, on est dans la déclaration d'intention, ça fait du bien au moral des troupes, ça fait du bien aux Ukrainiens de Kherson, ou ça peut aller plus loin que ça? Tous les comptes ou sites d'analystes que je suis et consulte régulièrement disent il y a indéniablement à l'échelon local des succès tactiques. La reconquête, on l'a évoqué, de tel village, de telle ville, de telle boucle, etc. Mais rien qui, à ce stade, n'ait l'ampleur de ce qu'on pourrait appeler une contre-offensive de stricte obédience. Non, il y a des signaux. C'était essentiel pour le moral dans une phase qui était plutôt déprimante, à la fois pour les civils et pour les combattants ukrainiens. Et un dernier point, parce que ça peut susciter un peu de perplexité chez nos téléspectateurs, on parle de ça au moment où on parle de la grande pause opérationnelle des Russes. Alors attention, une pause opérationnelle, ça n'est pas une cessation des hostilités. C'est le choix de front ou d'engagement plus circonscrit, limité dans le temps et dans l'espace. Ça ne veut pas dire la preuve, puisque les barrages d'artillerie sont d'une férocité infernale, que ce soit sur le front du Donbass, que ce soit à Kharkiv. Donc voilà, je crois qu'il faut avoir un regard global et nuancé pour replacer ces contre-attaques dans leur contexte. Il faut rappeler que l'armée ukrainienne, avant l'avancée russe dans le Donbass, avait repris du terrain justement du côté de Kharkiv. On se souvient même qu'il était allé jusqu'à la frontière. Jusqu'à la frontière, absolument. Donc là, Kherson, c'est une très grande ville, donc peut-être qu'elle est beaucoup plus protégée par les Russes. Enfin, il faut se souvenir qu'en tout cas, l'armée ukrainienne, parfois, a déjà regagné du terrain dans d'autres régions. En 10 secondes, ça valide un de nos postulats depuis le début, c'est que conquérir un territoire, c'est une chose, le tenir, c'en est une autre, et y compris administrativement. Et vous savez, ces référendats bidons qui visent à valider une annexion future, c'est pas demain la veille. Parce que pas demain la veille, à cause de la résistance intérieure notamment. Bien sûr, c'est compliqué. Les centres de vote, ça veut dire des cibles pour des actes de résistance. La question qui vient derrière, naturellement, c'est est-ce qu'il faut tout faire pour appuyer cette contre-offensive de la part des Occidentaux, ou est-ce que, et beaucoup de voix défendent cette idée, il faut plutôt mettre en garde nos amis ukrainiens en leur disant attention,
vous risquez de perdre davantage que de gagner en vous lançant dans des contre-offensives à cette échelle. Est-ce qu'il faut mettre le paquet, livraison d'armes, soutien Qu'est-ce que c'est enfin, en fait, la question à chaque fois, c'est quelle est la nature du paquet On voit bien les livraisons, les débats que ça suscite dans chaque pays. Alors, les Américains sont beaucoup plus désinhibés que nous. Puis nous, il y a la question capacitaire, il y a la question politique. Rappelons quand même Emmanuel Macron n'est pas exactement sur la même ligne que celle de Joe Biden. Lui, il continue de dire qu'il ne faut pas humilier Vladimir Poutine. Et dès qu'on lui parle de la relation entre la France et la Russie dans les prochaines années, c'est peut-être sa nature. Il s'est quand même expliqué là-dessus en disant pas humilier à long terme, mais pour l'heure, le moment est à l'aide inconditionnelle aux Ukrainiens. Il l'a Voilà, dit, d'accord, mais faut regarder l'aide qu'on envoie, qui est pas non plus totalement non, ça n'a négligeable. rien à voir avec l'aide Mais c'est pas ça américaine qui va inverser ou même britannique. Voilà, c'est pas ça qui va inverser le cours de la guerre. Donc mettre le paquet. Moi, la question que je me pose à chaque fois, c'est qu'est-ce que c'est mettre le paquet. Enfin, l'échelle est Le tellement maximum les échelles de sont canons, de blindés. Non, mais théoriquement, sur le papier, on peut donner beaucoup plus, évidemment, et beaucoup d'autres pays peuvent donner beaucoup plus. Moi, ce que je note simplement dans la communication qui est faite, vous tout à l'heure été posé la question, est-ce que c'est un coup de bluff? Moi, je crois pas au coup de bluff, parce que le risque pour les Ukrainiens, c'est d'annoncer quelque chose qui ne se produit pas, et ça peut, pour le coup, fortement démoraliser les troupes ukrainiennes, parce que peut-être qu'elles s'attendent à quelque chose qui n'arrive pas, et ça, c'est jamais bon. Ensuite, moi, ce que j'observe quand même depuis le début du conflit, c'est que on a beaucoup parlé du moral des troupes russes qui s'estompaient, ou même qui étaient très mauvais, avec des troupes mal entraînées, et on voit quand même, malgré tout, que même avec un mauvais moral, ils continuent quand même de grappiller. Là, maintenant, ça fait plusieurs semaines. Je vous dis pas que ils prennent pas des centaines de kilomètres carrés toutes les semaines, mais pour l'instant, en tout cas, la tendance du moment, c'est qu'ils continuent. Là, on parle du Donbass, de l'Est, oui, et pas du Sud. Mais non, mais vous avez raison de le dire. Donc après, moi, ça m'intéresse beaucoup de voir la nature de cette contre-offensive ou contre-attaque. On verra. Si elle existe, parce qu'il ne faut pas exclure que ce soit simplement une manière de dire nous ne sommes pas morts et ça reste un objectif, peut-être. Et je note simplement que toujours dans la communication ukrainienne, de plus en plus, les victoires tactiques qui sont menées, à chaque fois, les Ukrainiens disent c'est grâce aux armes que nous ont envoyées les Américains ou grâce au canon César. Pourquoi ils disent ça? C'est, à mon avis, c'est aussi un appel pour expliquer, regardez, les armes, on les utilise bien, elles sont efficaces, et c'est grâce aux armes que vous nous livrez qu'on peut remporter des victoires tactiques. Donc c'est une incitation aussi, je pense, à ce qu'il y ait encore des livraisons qui arrivent. Sophie, Moi, il ne faut pas se poser de questions, il faut appuyer cette idée de contre-offensive. En tout cas, moi, j'observe deux choses. D'une part, les cartes, vous en avez montré une qui était tout à fait édifiante tout à l'heure, pas avant-après, mais 30 mai. Oui, à quelques semaines d'intervalle. Et moi, je ne suis pas du tout une spécialiste de géopolitique, mais j'observe bien qu'effectivement, il y a une situation qu'on peut qualifier de stationnaire. Donc effectivement, pour moi, est-ce qu'il faut mettre le paquet? J'allais dire oui pour deux raisons. Une, je ne suis pas sûre du tout parce que c'est une raison purement morale. Donc je ne connais pas comme vous les tenants et les aboutissants. Mais quand je vois la répartition des envois d'armes des différents pays et que je vois la place qu'occupe la France, ça me rend pas hyper fière, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même assez minuscule. Donc voilà, en tant que citoyenne, ça me pose un petit problème. Et puis, alors, politiquement et en termes de politique intérieure française, pour en revenir au débat précédent, je suis totalement d'accord avec ce que disaient Louis de Ragnel et Pierre Servan sur le fait qu'il faut une politique de caractère et de vérité. Très bien. Mais simplement, pourquoi? C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté envoyer très peu de choses et essayer de ménager la chèvre et le chou, comme on l'a fait pendant un certain temps au moins, et d'un autre côté dire aux Français, alors maintenant il va falloir vivre un peu à la rude, les gars, parce que nous sommes en guerre, pour reprendre une célèbre formule. Donc il me semble que oui, il faut mettre le paquet, y compris vis-à-vis des Français. Je pense qu'une partie de l'opinion publique ne comprendrait pas que d'un côté on soit un peu frileux, voire duplice, et que de l'autre on lui dise, ben voilà, c'est vraiment la guerre, et à la guerre comme à la guerre. Ça risque d'être un problème. Bon, alors, je ne sais pas si vous voulez... Oui, je suis tout à fait d'accord, Sophie, avec ce que vous dites. Je pense qu'entre guillemets, il faut mettre le paquet. Et comment dirais-je, le fait de mettre le paquet, ça n'humilie pas Poutine. C'est une vraie erreur d'analyse que de croire que dans la psyché poutinienne, le fait d'avoir en face des États un peu musclés et un peu solides, ça l'humilie. Lui, c'est le type de dialogue qu'il comprend parfaitement. Et ça n'empêche pas de mettre le paquet et que les canaux de discussion, ils existent toujours, ils existeront toujours. Si par hasard, ce que je ne crois pas, car je pense qu'on part pour un conflit sur une décennie, voire plus, et qu'il n'y aura pas de solution diplomatique tant que Poutine est présent à Moscou. Je n'interviens pas. C'est aux Russes de faire leur politique et de voir qu'est-ce qu'ils mettent à leur tête. Mais je pense qu'on est parti pour très très longtemps. Et donc, il faut mettre le paquet, parce que pour le coup, le président Macron a changé un peu de discours, vous vous rappelez, à sa visite à Kiev, en disant la sécurité du continent européen se joue aussi en Ukraine, dans la capacité des Ukrainiens de faire face à l'agression dont ils sont victimes. Donc il a un peu bougé. Mais je reconnais, je crois que nous arrivons en 13e position
sur le volume C'est un peu d'armement minable. Hein. donné, et c'est un peu short. Et le fait de dire oui, on donne pas trop parce qu'on veut pas humilier Poutine ou que ça va maintenir les C'est canaux, inaudible. Ouais. c'est un peu pipeau. La statistique la plus pertinente en la matière, elle a été mise en évidence par l'Institut Kiel la semaine dernière, qui explique, Kiel, donc c'est pas l'Institut KIL, allemand, quand même. non, KIEL, donc un institut allemand, qui en fait a donné le palmarès en pourcentage du PIB, du produit intérieur brut. Oula. Et là, la France est à 0,08%, très très loin derrière qui? Le quatuor de tête, les 3 pays baltes, Estonie, Lituanie, Lettonie, et la Pologne intercalée, ce qui est assez logique en termes d'étrangers proches, etc. Sur le fond de votre question, David, j'en ai pour 10 secondes pour dire une chose très simple. Pendant qu'on débat à bon droit sur le fait de savoir si on peut vivre avec 17 degrés ou 18 degrés dans nos salons ou de nos chambres, il y a des Ukrainiens qui meurent parce qu'ils ont eu le tort ou la raison de croire aux valeurs que nous prétendons défendre. Donc un peu de décence aussi là-dessus. Hein. C'est pas du sang, de la sueur et des larmes de Churchill. Ce qu'on promet éventuellement aux Français, c'est du froid, des frissons et des rhumes. Donc on se calme un tout petit peu et on n'oublie pas qu'en ce moment même, des gens meurent pour ce que nous sommes censés incarner. Bon, on n'en parlera pas ce soir parce que ça a beaucoup été évoqué pendant ce week-end, mais le bilan de la frappe sur un immeuble, le bilan en matière de victimes civiles C'est un immeuble. sur un immeuble dimanche dans la ville de Tchassiv. Donc là, on est dans le Donetsk, Ouais, dans la absolument. deuxième Ouais. région du Donbass, qui est le Donetsk. Il est monté à 26 morts. Oui. Je pense qu'il pourrait y en avoir au moins le double, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes dans les décombres. Donc là, on a bien compris la stratégie de la terreur russe, qui est de faire fuir les populations qui voudraient résister aux Russes, les populations civiles. Donc on ne va pas y revenir. Mais voilà, là, en matière de frappe civile et de dommages civils, c'est peut-être la frappe qui aura été la plus meurtrière. C'est à voir dans les jours prochains sur l'évolution du bilan.